Le cabinet de guerre israélien, cabinet de guerre restreint, s'est réuni ce dimanche soir pour discuter de la première proposition de libération d'otages et de trêve formulée par Joe Biden. La proposition de Joe Biden qui s'appuie sur un cadre israélien, un plan en 3 phases qui aboutirait donc à la libération des otages, à la fin de la guerre et à la reconstruction de la bande de Gaza. Et cette nuit, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est entretenu avec Yoav Gallant et Benny Gantz. Coup de téléphone avec les deux membres du cabinet de guerre pour parvenir, je cite, à un cessez-le-feu total et complet à Gaza, garantir la libération de tous les otages, accroître l'aide humanitaire dans toutes les régions de Gaza. Le secrétaire d'État qui a salué la volonté d'Israël de conclure un accord et affirmé qu'il incombe désormais au Hamas de l'accepter. C'est une proposition venue des États-Unis qui a fait beaucoup de bruit, François, ce week-end. Et alors, je dois dire qu'assez naïvement, je me suis demandé pourquoi cela avait pris autant de temps. Parce qu'au départ, vous savez, il y a eu plusieurs plans de discussion. Vous vous rappelez, ces navettes incessantes au Caire, à Doha. De quoi on parlait? On parlait de cette sorte de séquençage entre le moment où il y a la libération des otages, l'arrivée de l'aide humanitaire et la cessation des opérations pour une durée plus ou moins longue. Ça, c'est le cadre. Sauf que cette proposition, elle était évidemment israélienne, proposée par des médiateurs, mais appuyée par Israël. Et puis, évidemment, en face, il y avait le Hamas qui faisait de la surenchère, et puis Israël qui faisait de la surenchère sur la surenchère. Ça ne marchait pas. Les Américains reprennent ce format, et ils en font une proposition complète, de A à Z, qui part du premier jour de la libération des otages jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle autorité à Gaza. C'est-à-dire vraiment un plan, si vous voulez, où il y a toute la solution. Le problème, c'est qu'évidemment, Netanyahou, dont c'était en partie le plan initial, ne peut pas dire non, puisque en fait, il est dans ces négociations-là depuis le début. Il ne peut pas s'y opposer, et en même temps, il est dans une séquence aujourd'hui où il ne peut pas se permettre d'arrêter la guerre parce qu'il a été beaucoup trop loin et parce que ses ministres lui disent si tu arrêtes maintenant, c'est terminé. Alors il cherche tout de même, semblerait-il, des raisons de discuter, de nuancer. Oui. Il souhaite la destruction totale des capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Ça ne figure pas en tant que tel dans le plan. Donc lui le formule comme ça. La libération de tous les otages, dit-il. L'assurance que Gaza ne posera plus de menaces à Israël. Et il ajoute l'idée qu'Israël acceptera un cessez-le-feu permanent avant que mes conditions soient remplies est vouée à l'échec. Voilà. Façon de dire très bien, mais en fait non. C'était mon plan, ça devient le vôtre, mais le vôtre est beaucoup trop ambitieux pour la situation que j'ai à affronter aujourd'hui, donc pour l'instant c'est non. Après ça peut évoluer, la pression intérieure est tellement forte. Alors il y a la pression de la rue, on en a parlé. Alors justement, on va montrer les images, François. Ces images sont absolument 120 000 personnes à Tel Aviv ce samedi, c'est une mobilisation record. Je vous rappelle qu'il y a 12 millions d'habitants en Israël. 9,5 millions donc à côté israélien. Voilà. Donc si on fait les maths et on multiplie ça par, allez, on va dire... un peu moins de quoi, 9, 8, 7 pour la France. Si c'était en France, 7. Ce serait 800 000 à peu près. Voilà. Oui, tout à fait. Donc c'est beaucoup, hein, et en plus dans un seul endroit. Oui. Et c'est à Tel Aviv. Vous voyez tous ces drapeaux israéliens. Personne ne peut suspecter ces manifestants de ne pas être des patriotes. Ce sont des gens qui veulent à la fois la paix, qui veulent la libération des otages et qui veulent surtout une solution politique pour après. Donc voilà. Et ils demandent sur des panneaux Biden sauve les otages de Netanyahou. Ouais. Donc c'est vraiment une mobilisation très importante. Je rappelle que sur les 252 personnes qui ont été enlevées au cours de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, 121 sont toujours revenus à Gaza. Et selon les chiffres de l'armée israélienne, 37 de ces personnes seraient mortes. Selon le décompte israélien. Évidemment, il y a des familles d'otages parmi ces manifestants. Je propose d'écouter la cousine d'un otage. Je suis ici pour soutenir mon gouvernement dans l'adoption de cet accord. L'accord proposé par Netanyahou, notre Premier ministre, qui permettra à tous nos concitoyens de rentrer chez eux. Nous sommes tous ici pour soutenir le retour de tous les otages.
le retour des otages. La pression populaire qui continue de s'accroître sur Benyamin Netanyahou. Une information de plus. En coulisses, le gouvernement israélien aujourd'hui coupe les vis de l'autorité palestinienne. Alors vous savez qu'elle est financée notamment par une fraction de la TVA et des droits de douane des produits importés à destination notamment de la Judée-Samarie ou de la Cisjordanie, si vous voulez, selon le camp où on se place. Et aujourd'hui, donc, Smotrich, qui est le ministre, un des ministres d'extrême droite, qui tient le gouvernement de Netanyahou, ministre des Finances, dit en substance, moi, je ferme les robinets. Alors vous avez d'un côté la perte de revenus de l'autorité palestinienne qui l'affaiblit. C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, tout montre dans l'attitude d'Israël qu'ils vont à l'inverse de ce qu'ils annoncent. Ils veulent pas la paix puisqu'ils veulent étrangler l'autorité palestinienne, donc a priori renforcer le Hamas. Vous ajoutez à ça 500 000 Palestiniens sans boulot. Depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire que vous avez 500 000 Palestiniens qui ont perdu leur boulot, qui n'ont plus rien, ils n'ont plus un seul revenu. Vous imaginez la situation explosive que ça peut être. Alors, vous citiez Smotrich à l'instant. C'est un des deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benyamin Netanyahou. L'autre, c'est l'ancien Premier ministre Ben Gvir, qui mettent la pression sur Netanyahou en lui disant, en résumé, si tu acceptes cet accord, nous faisons nos valises. Écoutez Ben Gvir. Un accord dont les détails ont été publiés signifie que l'on renonce à détruire le Hamas, que l'on renonce à la poursuite de la guerre. C'est un accord imprudent. Il n'y a pas de victoire totale, mais une défaite totale du Hamas. Je dis que si le Premier ministre Benyamin Netanyahou continue à mener cet accord, nous démantèlerons le gouvernement. Pression donc interne au gouvernement également de Benyamin Netanyahou. Donc on voit bien la rue d'un côté et puis ses ministres d'extrême droite de l'autre. Et puis il y a une troisième pression intérieure qui est celle de la Cour suprême qui a commencé à examiner la fameuse loi sur la mobilisation des ultra-orthodoxes pour aller servir dans l'armée. Vous savez que ça a été une grande bagarre sociétale et politique tous ces derniers mois. En fait, aujourd'hui, ils sont exemptés de service. Voilà. Et donc là, vous avez les laïcs du gouvernement qui ont dit, si cette loi ne passe pas, c'est-à-dire si on continue de laisser les ultra-orthodoxes chez eux, dans leur yeshiva, à apprendre la Torah, sans qu'ils fassent le service militaire et sans qu'ils aillent aider leurs camarades qui sont au combat, nous aussi, on quitte le gouvernement. Donc, j'allais dire, Netanyahou, il est pris en tenaille sur tous les fronts, sur le front intérieur et sur le front extérieur, puisque les Américains lui disent, écoute, ce plan, il est là, si maintenant tu le refuses, il ne faudra plus venir chercher le moindre secours, si ce n'est vis-à-vis de l'Iran, par exemple, qui est une menace stratégique. Mais pour le reste, on ne peut pas faire mieux. Et c'est vrai que ça permet aussi à Joe Biden, je termine par là, de montrer aussi à sa propre population américaine qu'il fait ce qu'il peut pour essayer de sortir par le haut de cette situation après 8 mois de guerre. Et c'est vrai que il y a en coulisses, vous savez, aussi un accord qui est en formation, en gestation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ça fait des mois qu'on en parle. Les Saoudiens sont prêts, les Israéliens sont prêts, les Américains aussi. Mais il manque effectivement une solution politique à Gaza. Et là, tant qu'il n'y en a pas, les Américains disent on va quand même pas non plus aller demander aux Saoudiens de te soutenir, toi Netanyahou, alors que tu fais la guerre aux Palestiniens. Pour comprendre les relations de force à l'intérieur du Parlement israélien, c'est la Knesset. Il y a 120 sièges. Le parti de Benyamin Netanyahou, c'est le Likoud. Regardez la ventilation, il a 32 sièges tout seul. Oui. Tout seul aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, il a 32 sièges. Évidemment, il a donc dû monter une coalition pour prendre le pouvoir avec les partis que vous voyez à l'écran. Chasse, qui est proche de lui, donc ça fait 43 sièges pour les deux, mais derrière, il y a donc le Parti de l'Unité nationale, le judaïsme unifié de la Torah, Mafdal, Force juive et Noam. Il y a donc, hors de cette majorité de négociations, un homme qui reprend la parole aussi ces derniers jours, c'est Yair Lapid. Alors lui, il n'est pas là, hein, il est plutôt centriste, Yair Lapid. Il a été lui-même Premier ministre éphémère à la tête d'une coalition gouvernementale un peu bancale au cours de l'année 2022. Mais Yair Lapid dit, et je le cite, « Je rappelle à Netanyahou qu'il dispose d'un filet de sécurité avec l'opposition si Ben Gvir et Smotrich quittent le gouvernement. » Façon de dire, nous sommes prêts nous aussi à une coalition peut-être plus de circonstances, mais peut-être moins extrême. Là, on entre vraiment dans la politique politicienne israélienne, parce qu'en fait, Lapid, il a refusé au départ l'idée d'entrer dans un gouvernement d'union nationale. Au moment où vraiment tout le monde se disait, on n'a pas connu pire traumatisme depuis la Shoah, donc évidemment tout le monde doit être dans le même bateau. Et Lapid
a refusé en disant non, je ne peux pas être dans un gouvernement où il y a des extrémistes de droite, des gens qui ont tué Yitzhak Rabin. Il ne faut pas oublier ça. Donc, aujourd'hui, il repropose son aide, mais on voit bien que c'est une forme de chantage aussi. Donc, le plus simple, en fait, serait ce que réclame Benny Gantz, dissoudre la Knesset, aller aux élections, y compris même en état de guerre, c'est pas grave, je veux dire, ça s'est déjà produit par le passé, et voir ce qu'il en sort. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'effectivement, une bonne partie de la population israélienne, traumatisée par les 8 mois de guerre, aurait probablement des opinions politiques beaucoup plus tranchées, si vous voulez, qui évitent cette sorte d'émiettement qui rend la mosaïque israélienne absolument ingérable. Voilà, et pour terminer, pendant ce temps, à Gaza, les frappes continuent. Ce dimanche, Rafah, Gazaville, Deir al-Bala, Boureij et Nuseirat ont été touchés par des frappes, alors frappes aériennes, tirs d'artillerie, mais en tout cas des frappes qui ont continué ce week-end pendant que les discussions pour une éventuelle paix, en tout cas un cessez-le-feu, ont lieu. Les frappes israéliennes en Palestine se poursuivent.